Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la couture d'une seconde walking skirt. Mais cette fois pour ma maman. Mais pour vous expliquer cette vidéo, il faut que je retourne un petit peu dans le temps. Et plus précisément le 25 décembre 2024 au matin. Lorsque ma sœur et moi avions offert à ma maman un superbe lainage de laine vierge mérino. En effet, ma maman ayant craqué sur le patron de la walking skirt que j'avais fait l'année dernière un petit peu plus tôt vers octobre-novembre, je vous le mets dans le petit, il était pour moi une évidence que je contacterais ma sœur pour lui dire ne voudrais-tu pas te joindre à moi pour offrir un superbe lainage à maman pour lui faire une walking skirt, ce qu'elle a accepté avec grande joie. Et si au tout début ma maman devait réaliser cette jupe elle-même avec mon assistance pour pouvoir lui expliquer un petit peu les techniques et être derrière pour l'accompagner, elle n'a pas pu la terminer à cause de ses problèmes de santé. C'est donc moi qui ai pris le relais et j'ai commencé comme pour ma première walking skirt en cousant directement la doublure de la jupe. Et comme doublure, j'ai choisi cette laisse de coton couleur brique que j'avais déjà en stock et que j'avais prédestinée à être une chemise, mais finalement elle va à la perfection avec la couleur de la walking skirt, donc finalement je préfère l'avoir utilisée comme doublure plutôt comme tissu pour une chemise. Et d'ailleurs c'est là que les ennuis commencent, étant donné que je n'avais pas assez de tissu, il a fallu que je fasse un raccord au niveau d'un des panneaux, ou plutôt pour être exact avec ce vlog, mais vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Et voilà l'un des premiers problèmes que j'ai rencontrés avec cette couture. Je suis habituée à faire des coutures à l'anglaise étant donné que j'en fais énormément vu que je n'utilise pas la surjeteuse, mais je n'avais encore jamais eu de couture qui faisait des vagues, qui gondolaient. Là, cette fois, je l'ai eu, mais visiblement, il paraît que c'est assez courant lorsque l'on a des marges de couture de 0,5 mm. Ça ne m'était jamais arrivé. Comme quoi avoir réalisé un patron une première fois ne signifie pas que la seconde fois se passera absolument parfaitement et qu'on ne rencontrera aucun problème au niveau de la couture. C'est aussi ça quelque part le jeu de la couture. Après tout, nos ancêtres ne l'ont pas élevé au rang d'art pour rien. Comme quoi, et même sans rester d'éternels débutants qui commençons tout juste à coudre malgré plusieurs années sur une machine, on peut encore trouver quelques petits désagréments tels que celle-ci lors d'une couture. Mais bon, ce n'est pas ce léger désagrément qui me fera troquer mes coutures à l'anglaise pour une surjeteuse. En plus, je commence vraiment à avoir la main pour ouvrir de si petites marges de couture en couture ouverte. Et même s'il aurait pu être assez tentant de laisser les bords comme cela en couture ouverte sans avoir rien à faire ni surjet, ni couture à l'anglaise, ni rabattu à la main, j'ai quand même préféré le faire parce que bien que mon tissu ne s'effiloche pas trop, c'est quand même mieux d'avoir une couture qui soit beaucoup plus solide plutôt que quelque chose qui risque malgré tout avec le temps de se détériorer. Et comme toutes les coutures sont terminées en couture à l'anglaise, je n'ai pas voulu être trop redondante au niveau de ma couture, donc je n'ai pas filmé plus que cela pour passer directement au reste de la jupe qui est quand même une beaucoup plus grosse étape que de faire directement cette doublure. Et pour cette réalisation et en prenant en compte le poids du lainage, j'ai décidé d'ajouter du tarlatan au niveau de l'ourlet comme il était préconisé dans le patron et que je n'avais pas fait sur ma première walking skirt pour pouvoir mieux répartir le poids et éviter que ma mère ait trop de poids au niveau de la taille. Et comme vous pouvez le voir, mon tarlatan était assez froissé, j'ai donc passé un petit coup de fer sans mettre de vapeur pour éviter qu'il ne se retransforme en gaz de coton avant de commencer à tracer mes pièces. Et bien que le tarlatan soit un tissu rigide mais très peu coopératif, j'ai choisi de placer ma table de repassage en dessous avant d'épingler directement le tarlatan sur ma pièce de patron pour éviter qu'il ne bouge et surtout pour être sûr qu'elle soit aux bonnes dimensions. Et pour les tissus transparents comme celui-ci, je préfère venir placer mes pièces de patron directement en dessous puis épingler par la suite plutôt que de placer mes pièces de patron par-dessus et avoir moins de contrôle au niveau du tracé.
Et heureusement j'ai utilisé cette technique de mettre le tissu directement par-dessus ma pièce de patron puisque je m'étais trompée au niveau de la taille. Cela m'aura permis de me rendre compte de mon erreur beaucoup plus facilement que si j'avais placé mes pièces de patron directement sur le tarlatan et non en dessous. Et je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, mais est-ce que vous aussi vous avez les yeux qui louchent à un moment donné? Et moi c'est exactement ce qui s'est passé là pour le tracé par rapport aux tailles du tarlatan sur l'ourlet. J'ai eu un petit problème au niveau de la taille, mes yeux ont louché et je n'ai pas dessiné la bonne taille de prime abord. Et donc du coup le fait d'avoir le patron directement sur le dessus m'a permis de voir tout de suite qu'il y avait un problème au niveau de mes tracés. Tandis que si j'avais passé directement le patron par-dessus, eh bien j'aurais eu un petit peu plus de mal et au moment de coudre sur la jupe, j'aurais eu quelques petits problèmes et je me serais retrouvée avec des décalages et je n'aurais pas compris pourquoi. Par conséquent, j'ai pu remédier immédiatement à cette erreur en retraçant directement la bonne taille. Et voilà, ni vu ni connu, il n'y a jamais eu d'erreur. Enfin, si, puisque maintenant il y en a des traces, puisque c'est en vidéo. D'ailleurs, si vous planifiez de travailler avec le tarlatan, je trouve que c'est la meilleure technique pour pouvoir le travailler correctement. J'en avais essayé plusieurs et je trouve que c'est celle qui est la plus stable pour pouvoir le travailler sans avoir de décalage. Et après avoir terminé de tracer l'entièreté de ma pièce, j'ai retiré toutes les épingles que j'avais mises. Puis j'ai écrit le nom de ma pièce sur un papier parce que tracer des lignes sur le tarlatan, oui, écrire, non pas tellement, il n'apprécie pas ça, il se déforme et puis surtout c'est illisible derrière. Puis j'ai découpé ma pièce et recommencé pour l'ensemble des panneaux de la jupe. La doublure est finie de coudre et toutes les pièces de tarlatan sont découpées. Il est maintenant temps de passer au lainage. Et quel lainage? Il s'agit d'un lainage de pure laine vierge mérino italien. Et comme la couleur favorite de ma maman est le rouge, elle a enfin la jupe rouge qu'elle attendait depuis tant d'années et qu'elle ne trouvait pas dans le commerce. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas la seule à aimer le rouge puisque Mystique aussi était très intéressée par ce lainage. Et ce qui nous a le plus charmé dans ce lainage, ma sœur et moi, c'est vraiment cette couleur rouge profonde qui change et qui évolue avec la lumière, mais également les reflets un peu noirâtres qu'il y a à l'intérieur et qui viennent donner de la profondeur à l'entièreté de la laise. Et honnêtement, la caméra ne lui rend pas justice. La laine est beaucoup plus brillante, elle est beaucoup plus profonde et la couleur bien plus vibrante. C'est dommage que vous ne puissiez pas la voir en vrai. Et comme je vais avoir besoin du mannequin pour mettre mes pièces de lainage, exit la doublure. Il y a quelque chose de particulier de marquer ces pièces de patron à la craie sur un lainage. On sait très bien que la craie ne restera pas indéfiniment et qu'il faudra la marquer autrement, voire même découper presque immédiatement chacune des pièces. C'est un peu comme se livrer à une course contre la montre, mais version couture. Et au final, j'étais assez surprise puisque le lainage a très bien marqué le marquage à la craie, tout comme ma première walking skirt qui était également en laine vierge. Et j'ignore pourquoi, puisque normalement la craie ne s'incruste pas assez profondément dans le lainage pour rester de manière un petit peu plus permanente. Mais là, si. Peut-être suis-je un peu chanceuse, ou alors j'ai une bonne code tailleur. Et comme pour le tarlatan, j'ai marqué chacune de mes pièces à l'aide d'un morceau de papier parce que je ne pouvais pas les marquer directement sur le lainage.
Et comme je voulais absolument garder un maximum de chutes possible pour pouvoir refaire peut-être un haut avec ce qui restait du lainage, j'ai vraiment positionné l'entièreté de mes pièces vraiment très proches les unes des autres, tout en respectant le droit fil tout de même, pour être sûr d'avoir le maximum de chutes qui pourraient me rester pour pouvoir refaire une couture par la suite. Et comme vous pouvez le voir, il me reste quand même pas mal de chutes. Alors je ne sais pas trop ce que je vais faire avec, mais je vais les garder bien précieusement jusqu'à ce que je trouve le patron adéquat, donc par rapport à ce qu'il me reste comme lainage, ou alors que ma mère trouve le patron qu'elle veut pour utiliser ce qui reste. Et d'ailleurs pour cette vidéo, j'avais envie de vous montrer comment je stocke les chutes de tissu. Et donc je commence par plier ce qu'il me reste en plus. Donc là, une chute d'1 mètre sur 1,50 m environ. Ensuite, je prends les petites chutes qui bien souvent sont issues des chutes qui se trouvent entre chacune des pièces qui viennent les séparer. Je les mets sur la plus grosse de mes chutes avant d'utiliser une longue bande de chutes pour venir fermer le tout à l'aide d'un nœud. Comme ça, toutes les chutes que je vais pouvoir réutiliser sont toutes au même endroit et c'est aussi beaucoup plus simple à ranger. Et comme le lainage génère beaucoup de poussière et de résidus, j'ai pris le temps de nettoyer mes ciseaux. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, je trouve. L'entretien des ciseaux de couture est absolument primordial. Il ne faut pas oublier que pour une couturière, ces ciseaux sont un allié de choix et qu'il faut les chouchouter et les bichonner si l'on veut que les pièces de patron soient correctement découpées. Car des ciseaux sales ou mal entretenus peuvent facilement abîmer les tissus. Je les ai donc époussetés à l'aide d'un pinceau avant de venir retirer celles qui étaient un petit peu plus accrochées sur les lames avec une chute de plongée de soie de ma dernière couture, je vous la mets dans le petit i. Et pourquoi de la soie me direz-vous? Pourquoi pas du coton? Tout simplement parce que la soie est beaucoup plus douce que le coton et ne risque pas d'avoir un effet abrasif au niveau des lames. Ça permettra de garder la lame intacte et d'éviter les petits accros qui par la suite pourraient tirer des fils au moment de la découpe. Et comme les poussières de lainage sont assez asséchantes, j'ai huilé au niveau des points de contact de mes ciseaux pour éviter d'avoir un frottement qui les rendrait difficiles à manier et qui risquerait d'abîmer la prochaine découpe de tissu. J'ai également mis une légère goutte d'huile au niveau des lames, mais c'est un peu optionnel puisque normalement on n'est pas censé huiler les lames, mais là bon avec la soie aura absorbé la majorité, il ne restera qu'un très léger film, justement pour être sûr de retirer l'entièreté de ce qui pourrait rester de certaines poussières, mais également pour éviter que les lames ne s'assèchent et ne se fragilisent. Et pour ne rien oublier, puisque je n'avais pas découpé l'entièreté de mes pièces, j'ai tout marqué sur un petit papier que j'ai épinglé sur mon mannequin de couture. Et maintenant, il est temps de passer à la couture du lainage. Enfin, presque, puisque d'abord, il va falloir attacher l'entièreté des pièces de tarlatan sur chacune des pièces de la jupe. Mais d'abord, et puisque je ne l'avais pas fait avant de découper chacune de mes pièces, il fallait que je passe un petit coup de fer au niveau des plis de mon lainage. Et oui, je sais, c'est pas bien, j'aurais dû le faire avant. Le problème, c'est que, étant donné qu'elle se ramollit énormément, cette laine au contact du fer, j'avais peur qu'avec le poids, je risque de la déformer en fait. Alors j'ai préféré découper l'entièreté de mes pièces au préalable et après seulement de les passer au fer. D'ailleurs, je n'ai noté aucun rétrécissement notable d'un point de vue de chacun des panneaux. Ils n'ont absolument pas bougé et la laine ne s'est pas rétractée. Après, peut-être que c'était tout simplement un coup de chance ou parce que c'était de la laine vierge ou que c'était tout simplement de la laine mérino, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas bougé du tout et ça n'a eu aucune incidence au niveau de la taille. Et une fois le repassage terminé, ce qui m'aura quand même pris un long moment puisque je l'ai fait à faible chaleur, pour tout vous dire, j'ai utilisé la chaleur de la soie pour pouvoir les repasser, j'ai commencé à fixer le terre latent sur le bas de chaque panneau.
Enfin, fixer est un bien grand mot, puisque techniquement je suis venue bâtir mes pièces pour les maintenir en place pour pouvoir faire les coutures de côté qui, elles, fixeront le tarlatan. Et pour cela, je suis allée chercher ma planche de repassage en laine pour pouvoir maintenir mon lainage à sa place et pour pouvoir épingler le tarlatan et le lainage dessus pour éviter qu'il ne bouge alors que je faisais le bâti. J'ai ensuite pris une longue aiguillette de fil de bâti en coton pour pouvoir venir fixer le tarlatan. Et si techniquement et pour gagner du temps, il est possible de venir tout simplement fixer le tarlatan à l'aide d'épingles, j'ai préféré bâtir pour avoir plus de contrôle dessus. Je voulais également voir ce que ça donnerait si je le mettais sur le mannequin, un petit peu les différences entre celle que j'avais faite au mois d'octobre l'année dernière qui n'avait pas de tarlatan et celle-ci avec, voir les différences, mais également afin de me libérer un petit peu l'esprit puisque bien évidemment les épingles risquent de s'attacher les unes aux autres ou venir piquer le tissu un petit peu plus loin, voire même on risque de se piquer. Et c'est clairement pas ce dont j'avais envie au moment de coudre chacun des panneaux. Et quitte à faire les choses bien, autant les faire jusqu'au bout. Je trouve que l'épinglage, malheureusement, pour ce type de technique est beaucoup trop approximatif. J'ai beaucoup plus la main avec un bâti qui certes prend beaucoup plus de temps, mais qui sera au final bien plus juste que si j'avais épinglé. Le gain de temps n'est pas toujours la meilleure option, et même si on a envie de voir le vêtement fini, ce n'est pas pour autant que l'on doit tout bâcler. C'est une discussion que j'avais avec une créatrice sur Instagram il y a quelques jours justement qui déplorait que les gens aillent beaucoup trop vite et bâclent leurs vêtements. Et je disais que j'étais parfaitement d'accord avec elle et que je trouvais ça dommage que on puisse bâcler un vêtement quand on a les moyens de faire quelque chose qui soit parfait, ou du moins si c'est pas parfait que cela soit correct. Je vois de plus en plus de comptes prôner le fait que l'imperfection c'est normal, que c'est très bien si la couture elle est pas bien faite et tout en critiquant la fast fashion. Je trouve qu'il y a un désordre d'un point de vue du discours et j'arrive pas trop à comprendre ça. Dites-moi en commentaire si vous comprenez ce deux poids deux mesures parce que moi je n'y arrive pas. Parce que si je comprends bien que tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence que moi qui cherche à me rapprocher le plus possible de la perfection, les doubles discours, ça j'ai un petit peu plus de mal avec. Mais trêve de bavardage, il est maintenant temps de découper les poches, la ceinture et la plaquette. Et avec une jupe historique, je voulais des poches historiques. J'ai donc utilisé le patron gratuit de chez Truly Victorienne qui se base sur un patron des années 1900, fin 1800. J'ai d'ailleurs hésité un petit moment, est-ce que je devais mettre également du tarlatan au niveau des poches? Mais je n'avais pas envie de le mettre sur l'extérieur, je n'avais certainement pas envie de le mettre à l'intérieur parce que j'avais peur que les objets qu'on puisse glisser dans les poches ou même avec les bagues, ça ne tire le tarlatan, j'ai donc décidé de ne pas en mettre. Et de toute façon, je trouvais mon lainage assez solide et assez rigide pour pouvoir maintenir le poids des objets qu'on mettrait dans la poche. Le lainage étant assez épais, il était évident pour moi que je ne les couserais pas endroit contre endroit. J'allais les coudre envers contre envers et terminer les bords à l'aide d'un biais, ce qui permettra de rigidifier un petit peu plus la couture et de la maintenir plus à sa place et d'éviter qu'elle ne craque. Donc de toute manière, je n'avais pas besoin de tarlatan pour pouvoir mettre un biais extérieur. Et comme je n'avais pas assez de petites chutes, j'ai dû tailler le reste des poches directement dans la grande chute qui me restait.
Et si je dois être parfaitement honnête, j'appréhendais un petit peu la pose de ces poches puisque je n'en avais pas faite depuis l'évaluation des poches lors de ma formation. Donc ça remonte à 3 ans, mais finalement je n'ai eu aucun problème avec la couture des poches. Au contraire, ça a été assez intuitif, tout est revenu assez facilement en mémoire et du coup j'étais assez contente et assez satisfaite de me souvenir aussi bien de la pose des manches autant d'années après alors que j'en avais pas refait. Et une fois les poches terminées, j'ai découpé ma ceinture. Et là, normalement, juste après, dans la logique d'une vidéo de couture, je devrais passer à la couture de la jupe. Le problème, c'est qu'au moment du transfert des fichiers de la carte mémoire à mon ordinateur, j'ai perdu l'ensemble des rushs sur la couture de la jupe. Et pourtant, j'avais tout fait en ASMR et je n'ai absolument plus rien, tout a été effacé, je ne sais pas où sont passés les fichiers. Du coup, je vous prévois un post photo sur les réseaux pour vous montrer l'intérieur de la jupe. Et donc une fois l'entièreté de mes panneaux assemblés hors caméra, du coup, j'ai posé une bande de gros grains sur le haut du tarlatan pour le fixer et pour éviter qu'il ne s'effiloche et ne s'abîme. Techniquement, j'aurais pu le laisser comme ça, seulement j'avais un petit peu peur avec les frottements de la doublure et même à force de marcher qu'il ne s'effiloche déjà, qu'il commençait déjà à s'effilocher alors qu'il était plaqué, qu'il était maintenu sur le lainage. J'avais peur qu'au mouvement ça soit encore pire et donc j'ai préféré jouer la sécurité en posant une bande de gros grains pour éviter qu'il ne continue de s'effilocher et qu'il ne s'abîme beaucoup trop rapidement. Parce que clairement je n'avais pas envie de défaire toute la jupe juste pour remplacer le tarlatan. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas plaqué mes marges de couture complètement par rapport à mon lainage pour éviter que ça ne se voit sur l'endroit. Ainsi, ma bande de gros grains a 2 utilisations, elle va tenir les marges de couture à leur place et en même temps venir stabiliser le tarlatan. C'est un peu une pierre de coups en fait. J'aurais pu aussi choisir de venir fixer les marges de couture avec un point à la main, mais j'avais peur que ça se voit sur l'endroit et ça n'aurait pas été très beau. Donc finalement je préférais cette technique avec le gros grain pour être sûr que ça ne bouge pas, que ça reste à sa place et que ça ne se voit pas non plus. Mais revenons à la bande de gros grains. Si au départ j'ai décidé de commencer par épingler la bande directement sur la jupe, j'ai vite abandonné cette technique au profit, encore une fois, du bâti qui est beaucoup plus simple et qui empêchait justement d'avoir des petits gondolements qui étaient disgracieux et qui faisaient que ça pourrait jouer au niveau de la visibilité sur l'endroit de la jupe. En plus, et c'est non négligeable, ça évite de se pliquer au moment de la couture de la bande de gros grains, et je dois dire que c'est plutôt agréable d'éviter que l'épingle rentre sous les ongles ou ne pique la peau. Et comme vous pouvez le voir, ça permet également de résorber tout ce qui est embu, qui aurait pu venir se glisser à droite et à gauche, comme là c'était le cas. Comme ça, c'était directement correctement plaqué et je n'avais pas besoin de me casser la tête au fur et à mesure de la couture pour faire avancer la bande de gros grains un petit peu en avance de ma couture pour éviter d'avoir des plis. Et enfin, j'ai cousu ma bande de gros grains. J'ai choisi pour cela d'utiliser un long point qui soit assez lâche pour ne pas se voir sur l'avant de la jupe, mais également quand même assez serré pour qu'il puisse tenir en place et ne s'accroche pas et ne risque pas de se découdre ou le fil de casser. D'ailleurs, trouver la bonne tension quand on n'a pas l'habitude de faire des longs points, c'est assez difficile. Et j'ai remarqué malheureusement une fois la jupe terminée qu'il y a des endroits j'avais plus serré que d'autres. Et donc il va falloir que je me débrouille, mais il va falloir que je replace ma bande correctement et que je refasse l'entièreté de la couture parce que ça se voit sur l'endroit et ça ne me plaît pas du tout. Quand je vous dis que je suis un petit peu trop perfectionniste parce que ma mère, elle ne le voit pas, ça ne se voit pas forcément à la caméra et encore que je pense que certains qui ont l'œil avisé pourraient le voir. Mais moi je le vois, je ne vois que ça en fait et ça me dérange donc il va falloir que je reprenne ça à un moment ou à un autre. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo si vous voyez les endroits où il y a un petit peu plus de tension que d'autres.
Et comme je n'avais plus l'utilité de garder mon bâti, j'ai retiré l'entièreté de mes fils. Heureusement, mes points étaient assez grands, donc j'ai pu les couper directement. C'était beaucoup plus simple que d'avoir à tout retirer avec des tout petits points. Et là, on touche à la fin de la jupe, ou presque, parce qu'il reste encore quand même pas mal d'étapes. J'ai cousu les anneaux et les crochets au niveau de la plaquette de fermeture sur l'arrière de la jupe. Et alors que jusque-là j'avais tout cousu au fil de soie, j'ai choisi d'utiliser le reste de fil que j'avais d'une précédente couture, je crois que c'était la blouse de pirate. Je vous mets tout ça dans le petit pour que vous puissiez aller voir le vlog si vous ne l'avez pas vu, parce que les crochets et les œillets étant cachés sous la doublure pour l'un et pour l'autre directement sous la marge de couture du lainage, je ne voyais pas l'intérêt de mettre de la soie et au contraire j'avais peur justement que ça la fragilise du fait du frottement avec le lainage. C'est peut-être un peu bête mais j'ai préféré utiliser du fil de coton pour pouvoir accrocher mes crochets et mes œillets. D'ailleurs, j'ai opéré une modification concernant la plaquette, c'est que je l'ai réduite, mais au moins de moitié parce qu'elle était beaucoup trop grande avant, elle descendait beaucoup trop. C'est une des contraintes que j'ai avec la mienne, c'est qu'il y a énormément de crochets et d'œillets pour fermer, et là j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus simple pour ma maman, donc j'ai mis moins d'œillets, moins de crochets, je les ai mis à 1,5 d'écart au lieu de 1 cm, et j'ai également réduit la plaquette de moitié. Ici, au niveau de la taille de l'ouverture de la plaquette, c'est parfait. Ma maman trouve qu'il y a encore trop de fermetures. Mais je ne peux pas réduire plus les fermetures qu'il y a parce que sinon la fermeture ne sera pas invisible. C'est un peu la contrainte avec les vêtements historiques, c'est qu'ils ont été étudiés pour que les fermetures soient le plus invisibles possible. Seulement, ça veut dire qu'il y a énormément de fermetures. Et dans le contexte actuel moderne, avoir autant de fermetures est assez laborieux puisque nous n'en avons pas l'habitude et que bien souvent nous nous habillons seuls. Et oui, nous ne sommes pas des gens de l'aristocratie ancienne qui se faisaient habiller par des domestiques. Par conséquent, avoir autant de fermetures est synonyme de contorsion, voire même d'aide extérieure. Il faut appeler quelqu'un pour aider à les fermer ou passer la jupe sur le devant, et dans ce cas là pour le mettre de nouveau la fermeture dans le dos c'est un petit peu plus compliqué, il faut sauter dans tous les sens, tourner, faire valser la jupe, et là c'est un petit peu plus compliqué et c'est également une perte de temps tout de même. Il est plus facile d'appeler quelqu'un pour fermer les œillets directement plutôt que se contorsionner pendant un quart d'heure dans la salle de bain pour essayer de remettre la jupe à sa place. Et pour l'avoir porté un instant pour tester justement l'ouverture, je peux vous assurer que ça demande une bonne endurance et qu'après on a bien chaud parce que faire tourner la jupe, la faire sauter et faire en sorte qu'elle se mette à sa place assez facilement, c'est assez compliqué puisque le lainage accroche à la peau et que de toute façon la jupe est assez lourde de toute manière et qu'il faut quand même pas mal d'élan, sauter sur place, tourner, la faire tourner, enfin bref, c'est tout un poème pour pouvoir la mettre correctement lorsqu'on est seul et qu'on n'a personne pour aider à la fermeture à l'arrière. Surtout que les crochets, ceux que j'ai choisis, sont assez étroits et sont très fermes.
Et décidément, le bâti est mon meilleur ami pour cette jupe, puisque là encore, j'ai décidé de bâtir plutôt que d'utiliser des épingles. En effet, avec les œillets, malheureusement, je risquais d'avoir des décalages au niveau de mes épingles et je n'avais pas envie d'avoir ces décalages-là. Et en plus, ça me permettait d'avoir un ajustement absolument parfait et de respecter mes marges de couture sans avoir de problèmes annexes liés au fait que j'avais épinglé plutôt que bâti. Quand je pense qu'au tout début de la couture, je ne voyais pas du tout l'intérêt de bâtir quelque chose. Pour moi, les épingles suffisaient. Et puis un jour, je n'ai pas eu le choix, je n'arrivais pas à coudre, je sais plus ce que c'était. Et je me suis dit, bon, je vais bâtir. Et j'ai trouvé ça tellement plus simple, tellement plus facile, tellement plus précis que maintenant je l'utilise à la moindre occasion où il est possible de l'utiliser. Je préfère ça encore aux épingles. Puis j'ai commencé la couture. J'ai fait 2 coutures en tout pour maintenir la plaquette en place. La première, celle que vous voyez actuellement à l'écran, pour maintenir les bords extérieurs ensemble pour pas qu'il n'y ait de bourrelet ou que ça se redresse au moment où on met les crochets à l'intérieur pour fermer la jupe et pour être sûr que ça reste bien à sa place, mais surtout pour réduire l'épaisseur. Ainsi ça la plaquait correctement et ça évitait justement d'avoir une surépaisseur et que ça ne se voit trop. Puis j'ai fait une seconde couture à l'aide d'un point droit à 1 mm du bord pour maintenir la plaquette en place sur la marge de couture. J'ai fait ces 2 coutures à la main parce que je n'avais pas envie de le tester avec la machine. J'avais peur que l'aiguille ne tape sur les œillets et ne se casse. Et je n'avais clairement pas envie de tout recommencer derrière. Le lainage aurait été perforé, je risquais de l'abîmer, de le trouer, et donc j'ai préféré le faire directement à la main plutôt que de tenter le diable et de risquer de me retrouver avec une catastrophe. Et une fois mes coutures terminées, j'ai retiré mes fils de bâti, je n'avais plus l'utilité de les garder et de toute façon il fallait que je voie si c'était correctement cousu et si tout se maintenait bien en place. D'ailleurs j'avais un petit peu trop serré mon point de bâti et j'ai eu du mal à retirer les fils qui du coup s'étaient coincés au niveau des fibres du lainage, mais c'est bon, j'ai réussi. Je crois que j'avais un petit peu trop peur que la plaquette ne bouge et que du coup tout soit désaxé. Et si j'avais des doutes sur ma technique des 2 coutures, parce que clairement ce n'est pas conventionnel, finalement ça a très bien marché. La plaquette était correctement accrochée à la jupe par rapport à la marge de couture, mais également bien plaquée au niveau des œillets, donc finalement c'était une bonne technique et je la réutiliserai si jamais j'ai besoin un jour pour une autre couture. Et maintenant, il est temps de passer à l'assemblage de la ceinture et la création des plis qui vont justement permettre que la fermeture soit invisible. Et cette fois-ci, contrairement à la première walking skirt que j'ai fait, cette étape a été beaucoup plus facile. Déjà parce que je n'ai fait qu'un seul pli de chaque côté au lieu de deux, donc forcément ça permet de réduire le travail, mais également ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus invisible, et donc du coup ça facilite le travail dès le départ. Mais surtout j'ai décidé de poser ma ceinture complètement différemment. J'ai d'abord épinglé un premier côté pour ensuite marquer ma ligne de milieu par rapport au milieu devant de la jupe avant d'aller l'accrocher sur l'autre côté de la jupe avant de commencer l'épinglage pour regarder où exactement j'allais mettre mes plis. En plus, c'est une technique beaucoup plus visuelle puisque du coup, elle découpe la jupe en trois. C'est beaucoup plus simple ensuite pour pouvoir déterminer la profondeur des plis et le sens des plis. Bon, pour le sens, c'est assez simple. Ça doit venir vers l'intérieur de manière à fermer au niveau de la fermeture pour pouvoir la rendre invisible. Ensuite, j'ai choisi de commencer à épingler du centre vers le dernier panneau de la jupe pour pouvoir former mon pli. C'était beaucoup plus simple puisque du coup la profondeur du pli se faisait naturellement et je n'avais pas besoin de calculer et de regarder et de vérifier constamment. En plus, c'est beaucoup plus rapide. En 5 minutes, j'avais épinglé et préformé mes plis et je n'avais plus qu'à coudre. En plus, comme cela, les plis se forment naturellement. On n'a même pas besoin de calculer, il suffit juste de les plier vers l'extérieur.
Mais bon, j'ai quand même vérifié en mettant un petit peu à plat au niveau de la ceinture et en préformant le pli justement sur l'entièreté de la longueur de la jupe pour voir un petit peu comment il se positionnait et si c'était joli ou s'il n'y avait rien qui soit un petit peu disgracieux, un petit mouvement qui n'aille pas, un petit pli malencontreux. Heureusement, tout s'est bien passé, ça a été vraiment nickel. Donc franchement, c'est la meilleure technique pour poser une bande de ceinture avec des plis. Et comme il y a un pli de chaque côté sur la jupe, j'ai également fait la même chose de l'autre côté. Mais cette fois en faisant attention que les plis soient correctement en miroir pour éviter qu'ils soient tous les deux dans le même sens. Ce qu'on veut, c'est un pli creux, un faux pli creux, qui viendra terminer de cacher la fermeture entre ces plis. Une fois mes deux plis formés, j'ai vérifié ma symétrie avant de bâtir la ceinture pour maintenir les plis à leur place mais également les marges de couture et éviter qu'elles ne bougent et qu'elles ne risquent de se chevaucher. Et enfin j'ai fait l'assemblage à la machine. Puis j'ai fixé les plis au fer et maintenu ma marge de couture vers le haut pour la ceinture. Avant de rabattre celle-ci par-dessus et encore une fois de la bâtir.
Une fois le bâti terminé, je n'ai pas cousu la ceinture tout de suite, j'ai d'abord assemblé les deux panneaux arrière ensemble à la machine. J'ai ensuite terminé le bas de la jupe en posant un gros grain de protection. Avant de le rabattre avec un point glissé à la main.
D'ailleurs, Aliénor était assez intriguée concernant ce que je faisais et n'arrêtait pas de me regarder, regarder l'aiguille, regarder la jupe. Elle adore tout ce qui est travaux d'aiguille, elle est toujours à côté en train de regarder et parfois même en essayant d'attraper le fil. Et une fois le gros grain terminé d'être rabattu, et je dois vous avouer que j'ai mis ma mère à contribution le temps de terminer correctement l'ourlet de la doublure, j'ai fait l'assemblage de la doublure au lainage de la jupe. Mais d'abord, Ise a voulu un petit câlin puisqu'elle a squatté quand même sur le lainage. Tous mes chats auront adoré ce lainage. Il aura fait l'unanimité à la maison. Bon allez, trêve de câlin, moi j'ai du travail, il me reste encore l'assemblage de la doublure au corps de la jupe. En plus, là, il était assez tard, il était 21 h et je n'avais pas le temps de badiner trop longtemps puisqu'on allait faire le rendu le lendemain matin très tôt parce que sinon on allait bouillir sous un soleil de plomb dans l'après-midi vu qu'il prévoyait d'avoir 37 au soleil. J'ai donc positionné ma doublure envers contre envers par rapport à mon lainage avant de l'épingler sur tout le tour de la ceinture. Et la difficulté de terminer la jupe de cette manière-là n'est pas la couture à la main en elle-même, mais plutôt l'épinglage. Il ne faut pas oublier qu'il y a des plis à respecter au niveau également de la doublure, tout comme il y avait des plis au niveau du lainage extérieur. Et je n'ai pas choisi cette finition par facétie. Le lainage, lui, étant donné que c'est une laine vierge mérino, sera beaucoup moins lavé, contrairement au coton. Et donc par conséquent, je vais avoir besoin de retirer la doublure beaucoup plus régulièrement que le nettoyage du lainage qui sera plus facilement frotté et gratté à l'aide d'une brosse plutôt que passé en machine. Donc par conséquent, il va falloir que je le retire beaucoup plus rapidement et surtout que je puisse le faire sans trop de contraintes. Par conséquent, faire un assemblage comme cela au niveau de la doublure était beaucoup plus pratique pour moi que de mettre la doublure directement accrochée à l'entièreté de la ceinture. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré toutes ces péripéties. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.